Bonjour, dans cette vidéo, je vais te présenter comment fonctionne la notation de Lewis ainsi que son utilité. Présentement, tu devrais être en mesure de comprendre comment fonctionne le tableau périodique. Chaque case représente un élément différent qui possède un numéro atomique différent, qui possède une masse atomique différente, et en fonction de son emplacement, on est donc capable de connaître la période dans laquelle il est, ainsi que la famille dans laquelle il est. Si on connaît la famille, on connaît nécessairement le nombre d'électrons de valence. Si on connaît dans quelle période il est, on connaît nécessairement le nombre de couches électroniques. Mais est-ce que ça a vraiment une importance quand on est en train de parler de molécules qui sont en réalité des assemblages, des ensembles d'atomes qui ont été liés de manière chimique? Si je te pose la question, tu devrais être en mesure de déterminer quand même facilement c'est quoi cette réponse. Eh bien, la réponse, c'est non. Tu n'en as pas vraiment besoin. En fait, la seule chose que tu as besoin de comprendre à l'intérieur des liaisons qui sont produites à l'intérieur des molécules, c'est que c'est les électrons de valence et seulement les électrons de valence qui vont nécessairement être en lien lors de cette liaison chimique. Et donc, on a fait appel à une autre représentation, beaucoup plus simple pour représenter les liaisons qui existent à l'intérieur de nos atomes et de nos molécules, qu'on appelle la notation de Lewis. Déjà, en regardant les différentes notations de Lewis que j'ai placées au-dessus du tableau périodique, tu devrais être en mesure de déterminer à quoi correspond cette notation et déterminer qu'est-ce que c'est ces petits points-là qu'on a placés au-dessus de chacun des éléments. Donc, question, qu'est-ce qui est 1 pour le lithium, 2 pour le beryllium, 3 pour le bore, 4 pour le carbone, 5 pour l'azote, 6 pour l'oxygène, 7 pour le fluor et 8 pour le néon. Donc, en regardant le tableau périodique, l'organisation de celui-là, on devrait quand même être facilement en mesure de répondre à cette question. Si je replace en fait chacune de ces notations de Lewis dans mon tableau périodique vis-à-vis la bonne case, mais je réalise en fait qu'ils ont un emplacement bien précis et nécessairement les chiffres qui sont obtenus représentent en réalité notre numéro de la famille, qui est principalement notre nombre d'électrons de valence à proprement dit. Donc, si on regarde notre tableau périodique, on a un électron de valence pour le lithium, deux pour le beryllium, 3 pour le bore, 4 pour le calcium, 5, 6, 7 et finalement 8 pour chacune des familles. Et donc, nécessairement, tous ceux de la première colonne vont avoir un électron de valence, donc avoir une notation de Lewis qui va être très similaire. Deuxième colonne, deux électrons de valence, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Encore une fois, chacune des familles représente notre nombre d'électrons de valence, donc on connaît nécessairement la réactivité de chacun des éléments et donc le nombre d'électrons de valence aussi que chacun possède. Concernant la disposition des petits points, on réalisera que le lithium possède un petit point sur un seul côté et lorsque l'électron est seulement seul sur son côté, on peut l'appeler en fait électron célibataire. Donc, tous ceux de la première colonne vont posséder un électron célibataire. Le beryllium ainsi que toute sa famille, donc tous les alkylinoterreux vont posséder deux électrons célibataires, donc deux liaisons possibles. Ensuite, troisième famille, trois électrons célibataires. Encore une fois, chacun des électrons sont sur des côtés qui sont complètement différents. Et carbone, quatre électrons célibataires, quatre liaisons possibles. Encore une fois, parce qu'on a des électrons qui sont uniquement propres sur chacun des côtés autour de notre élément. Et à partir de la cinquième colonne, on réalise que pour l'azote, on a une paire d'électrons qu'on appelle un doublet qui vient apparaître. Et ce doublet montre en fait qu'il y a absence ou impossibilité de réactivité chimique ou de liaison chimique qui peut être produite. Donc, sachant qu'à partir de la famille de l'azote, on a 5 électrons en tout, mais 3 électrons célibataires, en fait, on va avoir 3 liaisons possibles pour cet élément-là. L'oxygène, lui, a deux doublets et deux électrons célibataires. La famille du fluor, qu'on appelle les halogènes, vont avoir trois doublets et un seul électron célibataire, donc une seule liaison chimique. Et à partir de nos gaz inertes, on sait que les gaz inertes ne réagissent pas, on a quatre doublets, aucun électron célibataire, ce qui nous prouve en fait pourquoi ces gaz inertes-là aussi ne réagissent pas. Donc en ayant uniquement des doublets, aucun électron célibataire, aucune liaison chimique peut être produite, et donc nécessairement, il n'y a pas de réactivité chimique qui peut être produite pour ces éléments-là.
Allons-y maintenant avec quelques exemples. Donc, si je prends pour commencer l'exemple de l'hydrogène, première famille, donc nécessairement s'il est dans la première famille, on devrait penser hein, que l'hydrogène possède un seul petit point, un électron de valence, un électron célibataire, qui veut dire une liaison chimique possible. Le sodium pourrait lui aussi, en étant dans la première famille, avoir un petit point. Et si on prend par exemple le francium complètement bas, bon, on peut avoir aussi un petit point. Plusieurs personnes me posent souvent la question, c'est-tu important l'ordre ou l'emplacement de notre petit point? Ben, nécessairement pas, hein. On vient de le voir ici avec le francium. Et souvent, quand on va représenter des molécules avec la notation de Lewis, on va d'ailleurs des fois faire pivoter là, sur des côtés différents. L'important, c'est vraiment le nombre d'électrons célibataires. Donc, assurez-vous que toute cette première colonne possède un électron célibataire et aucun doublet, peu importe quel côté. Si on s'en va maintenant dans la deuxième famille, donc le beryllium, lui, possédait deux électrons de valence, donc deux petits points, deux électrons célibataires, deux liaisons chimiques. Si on s'en va au calcium, donc je pourrais les mettre sur des côtés différents, encore une fois, mais je m'assure d'avoir deux électrons célibataires et aucun doublet. Et si je m'en vais, par exemple, au barium, toujours dans la même colonne, vous comprendrez qu'il y a encore deux électrons célibataires et aucun doublet. Si on se déplace de l'autre côté de nos métaux de transition, on réalise qu'on a plus d'informations dans le haut de nos colonnes. En fait, on a à la fois des chiffres romains et des chiffres arabes. Petit rappel, donc simplement utiliser nos chiffres romains pour obtenir notre nombre d'électrons de valence. Donc, la famille du bord possède 3 électrons de valence, carbone 4, azote 5, oxygène 6, fluor 7 et au-dessus de l'hélium, on a 8 électrons de valence. Donc, si on s'en va avec quelques exemples, donc commençons par aluminium qui est dans la famille du bord. Donc, l'aluminium possède 3 électrons de valence. On aurait à les placer 3 petits points sur des côtés, encore une fois, tout le temps différents. 3 électrons de valence, 3 électrons célibataires, donc 3 liaisons possibles. Si on s'en va ensuite à l'étain, donc l'étain est dans la quatrième colonne. Donc quatrième colonne veut dire 4 petits points, 4 électrons de valence. Encore une fois, 4 électrons célibataires veut dire 4 liaisons qui est possible. Si on s'en va au phosphore maintenant, donc le phosphore est dans la cinquième colonne. On va avoir 3 électrons célibataires et un doublet. Encore une fois, le doublet peut être placé sur n'importe quel côté qu'on le veut. Si on s'en va au soufre qui est juste à côté, on va avoir 6 électrons de valence à aller placer. Donc 2 doublets et 2 électrons célibataires, ce qui veut dire 2 liaisons possibles. Maintenant, allons-y au brome. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore une fois, en respectant la présence de doublets. Et petit truc pour aller les disposer, vous pouvez toujours commencer d'un côté et tourner en sens horaire ou anti-horaire. Donc, c'est vraiment uniquement à partir de 5 électrons de valence qu'on voit apparaître des doublets. Et donc, pour le brome, on voit qu'il y a un seul électron de valence célibataire. Les autres sont tous en doublet. Et si on s'en va finalement avec le krypton, donc le krypton aurait 8 électrons de valence. Encore une fois, ce qui veut dire tous des doublets, donc 4 doublets et aucun électron célibataire, montrant encore une fois qu'il n'y a aucune liaison possible pour les gaz inertes. Donc, en résumé, tu es maintenant capable de faire n'importe quelle représentation de Lewis, de n'importe quel élément du tableau périodique, seulement regarder l'organisation de ton tableau périodique et dans quelle colonne il va se situer pour savoir combien d'électrons de valence, combien d'électrons célibataires et combien de doublets tu vas avoir à aller placer. Donc, si on regarde la première colonne, on va nécessairement avoir un électron célibataire, un électron de valence en tout, deux électrons de valence en tout, deux électrons célibataires, 3 électrons de valence, 3 électrons célibataires, 4 électrons de valence, 4 électrons célibataires. Et c'est seulement à partir de notre cinquième colonne qu'on va voir apparaître des doublets. Donc, la cinquième colonne va avoir un doublet et 3 célibataires. La sixième va avoir deux doublets et 2 célibataires. 3 doublets et un seul célibataire pour notre septième colonne, la famille des halogènes. Et finalement, pour notre dernière colonne, on va voir apparaître 4 doublets et aucun électron célibataire.
Je te fais remarquer quelque chose, l'hélium ici n'a pas été sélectionné dans notre huitième famille. Et la raison pour laquelle je ne l'ai pas sélectionné, c'est bien simple, c'est qu'il a deux électrons en tout. Donc, on ne peut pas aller placer notre nombre d'électrons célibataires ou notre nombre de doublets qui était prévu. Donc, petite exception ici pour ce qui est de l'hélium. Et donc, l'hélium possède deux petits points. La grande question est, pour finir, est-ce que je dois les placer en doublet ou en électron célibataire? Eh bien, sachant qu'il s'agit d'un élément qui ne réagit pas, on va toujours aller placer l'hélium comme étant en doublet, montrant que l'hélium est bel et bien un gaz inerte, sa couche périphérique est pleine, il ne réagit pas, aucun électron célibataire, donc toutes des synonymes qui fait bien fonctionner notre notation de Lewis dans ce cas-ci. Et je te fais remarquer une dernière chose, toute la section centrale, les métaux de transition ne seront jamais demandés, sachant qu'on n'a pas l'information pour notre nombre d'électrons de valence, tout comme les deux familles qui sont dans le bas, là, les lanthanides et les actinides, ne sont jamais demandés non plus.